Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Fort, votre nouvelle émission d'actualité sur Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des retraites évidemment, des tensions entre la Chine et Taïwan, mais aussi de l'homme enceint en Écosse, peut-être en tout cas. C'est la question qu'on lui a posée, à laquelle il n'a pas voulu répondre, et on va en discuter en fin d'émission. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est l'actualité de cette deuxième semaine d'avril 2023. Alors pour passer à cette première actualité, donc Taïwan. C'est vrai que la situation est très tendue. Le gouvernement chinois a envoyé donc 59 avions militaires, 11 bâtiments, donc bateaux militaires, pour simuler pendant 3 jours une potentielle invasion, en tout cas s'entraîner à. Les Américains ont envoyé un navire sur zone et la Chine a dit que c'était une intrusion et que l'indépendance de Taïwan et la paix étaient deux notions qui ne pourraient jamais aller ensemble. C'est vrai qu'on compare souvent cette situation avec l'Ukraine. Est-ce que l'histoire pourrait se répéter? En fait, on fait une grande erreur, ça n'a rien à voir. L'Ukraine est un pays indépendant. Taïwan, je signale quand même que dans la diplomatie française depuis 1964, le général de Gaulle a reconnu la République populaire de Chine, presque la première puissance occidentale à le faire, en tout cas la première à s'échanger des ambassadeurs. La France considère que Taïwan fait partie de la Chine, mais les États-Unis aussi. Par un traité de 1979 qui n'a pas été démenti, les États-Unis reconnaissent Taïwan comme faisant partie de la Chine. Donc on ne peut pas comparer, si vous voulez, la situation ukrainienne et taïwanaise, rien que pour cela déjà. Le deuxième sujet, moi, qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on a une vision, encore une fois, on tombe dans le Walt Disney. C'est-à-dire, il y aurait les très méchants et les très gentils. Et on nous explique qu'à Taïwan, tout le monde est pour une île indépendante, contre la Chine, etc. C'est pas du tout aussi simple que ça. Il y a des gens qui sont sur cette optique-là. C'est pas aussi simple, mais il y a quand même une majorité de Taïwanais oui, qui sont il y a plutôt des pour gens, être bien indépendants. sûr. Il est tout à fait normal que Taïwan puisse conserver un régime de liberté publique, démocratique, etc., qui soit supérieur. Et moi, je leur souhaite absolument le meilleur là-dessus. Mais il faut aussi dire qu'il y a là-bas un parti, y compris pro-Pékin, pro-chinois, qui est très important. Que les débats ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le croire ici ou le dire ici. Et par ailleurs, quel que soit le sujet, je pense que, pour le coup, nous, Français, nous n'avons rien à faire dans cette affaire-là. Rien à faire. Nous n'avons rien à en tirer de bon. D'ailleurs, Emmanuel Macron a justement pris une forme de position, a essayé de placer la France sur un point d'équilibre en disant qu'il ne fallait pas qu'on soit des suivistes, je cite, des Américains. Est-ce que c'est même pas, quelque part, un bon signe qu'on renvoie à l'international, ou alors c'est qu'un coup de com' de plus? C'est-à-dire que, à la limite, on pourrait dire l'intuition n'est pas mauvaise, parce que de toute façon, effectivement, dans un agenda américain, que je ne trouve pas, c'est pas l'agenda du peuple américain, ni même de tout le gouvernement, c'est très compliqué. Hein. En tout cas, de la partie la plus néoconservatrice, la plus va-t-en-guerre aux États-Unis, dans cet agenda-là, qui est l'agenda OTAN 2030, hein, qui a été signé en juin 2021 par tous les membres de l'OTAN, il y a clairement une position très belliqueuse contre la Russie, puis contre la Chine. Et c'est exactement ce qui se déploie là depuis la guerre d'Ukraine, ça a commencé avant, mais enfin, de manière très claire depuis 2022, une position très agressive contre la Russie et une position très agressive contre la Chine qui peut déraper à tout moment, et si ça dérape, ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Donc que ce soit un agenda américain, les États-Unis qui ont très peur pour leur hégémonie, qui voient bien qu'ils sont en train de se faire dépasser comme première puissance mondiale par la Chine. C'est un peu le piège du Thucydide? Oui, avec la Chine, on va dire deux puissances, on va dire une puissance passée qui est en train de descendre, une puissance montante, et quand on arrive un peu au point d'équilibre, la puissance descendante ne veut pas se laisser submerger, et la puissance montante, elle, veut justement devenir la première. Oui, et la puissance descendante fait de toute façon tout ce qu'il ne faut pas faire, puisque en réalité, en s'attaquant à la Russie, en isolant la Russie, elle l'a mise dans les bras de la Chine, et donc elle a renforcé cette hyper-puissance entre la Russie, cette hyper-alliance entre la Russie et la Chine. Mais on voit bien maintenant que les BRICS sont en pleine dynamique aussi. Il y a de plus en plus d'accords entre le Brésil, la Chine, des pays africains qui veulent les rejoindre, l'Arabie Saoudite qui s'est détachée du camp américain pour aller dans le camp russe, etc. Enfin, tout ça, il y a une recomposition qui ne va pas dans le sens américain. Et la France, donc, n'a pas intérêt à suivre la puissance déclinante. Non pas que on ne doit pas devenir demain des Russes ou des Chinois ou des Brésiliens, j'ai pas du tout dit ça. Mais la France serait idéalement placée
vu sa position mondiale avec l'outre-mer, vu sa position historique de dialogue, normalement, d'équilibre, vu sa position aussi maritime, deuxième espace maritime du monde, ce qui fait qu'on est présent à peu près partout. On serait idéalement placé pour être dans une position de dialogue et d'équilibre, en disant, bon, il y a un vieux monde anglo-américain qui est en train de décliner, il y a un monde des BRICS qui, clairement, est en train de monter. Vous savez que c'est la première année cette année où le BRICS a un PIB supérieur à celui du G7. C'était jamais arrivé. Et donc, nous avons intérêt, nous, Français, à être dans une position de dialogue, d'ouverture, de raison, et donc, in fine, de paix. Mais après, certains diraient que la France est maintenant un pays qui ne représente plus grand-chose, malheureusement, dans le champ diplomatique, aussi bien sur d'un point de vue économique, d'un point de vue démographique, même d'un point de vue de notre puissance, on va dire, en tant que peuple. C'est vrai qu'on est traversé par énormément de crises internes. Est-ce que cette position-là, on va dire, d'équilibre à tenir, on va dire, individuellement, est tenable? Vous savez, c'est le général de Gaulle qui disait « les grands pays le sont pour l'avoir voulu ». Si on se considère comme petit, on est petit. Si on se considère comme soumis, on nous soumettra. Si on arrive avec Ursula dans ses valises en Chine, en visite d'État, alors qu'on est invité comme président de la République française, pas comme province de l'Union européenne, alors on ne sera pas respecté. D'ailleurs, le gouvernement chinois a renvoyé Ursula von der Leyen à sa position. À sa position de fonctionnaire, c'est une fonctionnaire. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir que le gouvernement chinois avait une manière de voir la diplomatie qui était beaucoup plus, entre guillemets, à l'ancienne, en considérant justement Ursula von der Leyen, non pas comme une représentante, on va dire, d'une forme de pays européen, mais comme... Bien sûr. Alors c'est même pas à l'ancienne, c'est la position qu'ont 95% des pays du monde. C'est-à-dire que ce qui existe, ce sont les nations, c'est eux qui ont la légitimité, ce sont les États-nations qui ont la légitimité populaire, historique, culturelle, surtout un pays comme la France qui a une profondeur civilisationnelle, historique, culturelle énorme, qui a des relations avec la Chine depuis bien longtemps, particulières. Donc si vous voulez, ils l'ont renvoyé à sa position. Et finalement, c'est presque la Chine qui a rappelé à Macron, malgré lui, que la France était la France. C'est amusant, hein. Alors, après, on en vient à ce que... donc, si vous voulez, non, que la France ne pèse pas, je ne suis pas du tout d'accord. La France, c'est un pays qui, certes, est en baisse, parce que des mauvais choix sont faits, mais c'est un pays qui a des atouts qui restent considérables. Le deuxième réseau diplomatique du monde, le deuxième espace maritime du monde, 12 millions de kilomètres carrés, c'est gigantesque. On sait que ça sera pour l'avenir une chance incroyable, cette outre-mer incroyable, des ingénieurs, encore une fois, même si on est déclinant, une puissance économique qui est là, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance nucléaire, une puissance militaire qui reste déclinante, mais qui reste importante. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se dire cela. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit sur ce qu'a dit Macron sur l'affaire taïwanaise. Il a dit on ne doit pas être suivi, etc. La seule question, c'est qui est on? Parce qu'on sait qui est on dans la phrase de Macron. Il parlait des Européens de manière générale. L'Europe. Il n'a jamais dit la France. Ceux qui l'ont comparé à De Gaulle, discours de Phnom Penh, ou De Gaulle, 64, qui reconnaît la République populaire de Chine, ce qui, à l'époque, exaspère les États-Unis déjà. Il y a déjà une crise. Devrait écouter ce que disait De Gaulle à l'époque. De Gaulle parle de la France. Jamais il dit l'Europe. Et si vous dites aujourd'hui l'Europe ou l'Union européenne comme Macron, qui est obsédé par cela, qui pense en européen, comme il dit, matin, midi et soir, qui n'a plus que le mot Europe et Union européenne à la bouche, qui ne parle plus jamais de la France, alors là, vous êtes sûr d'être juste dans le slogan. Parce que l'Union européenne, par définition, sera suiviste des États-Unis. Elle est construite pour ça. Surtout depuis qu'elle s'est élargie et qu'elle a englobé tous les pays de l'Est qui sont historiquement dans la sphère américaine. D'ailleurs, quels sont les premiers pays qui ont répondu à Macron sur cette affaire-là? Même pas les États-Unis. Ce sont les pays européens eux-mêmes qui ont dit à Macron qu'ils n'étaient pas d'accord. L'Allemagne, vous avez un ministre important allemand qui a dit, très proche de Scholz, qui a dit absolument pas question qu'on aille sur cette ligne-là. Nous sommes, nous, des alliés très fidèles aux États-Unis. Vous avez la Pologne, très vertement, qui a répondu à Macron, très officiellement, en disant c'est une hérésie, nous sommes très fâchés avec ces propos. De là, nous, on voit les pays baltes, etc. Donc en fait, si vous dites l'Union européenne doit avoir sa propre voix, vous êtes sûr que vous êtes juste dans la déclaration d'intention qui n'a aucune chance de se réaliser. L'Union européenne, par définition, vu les influences à la Commission, vu les rapports de force géopolitiques en interne, est de manière très écrasante, favorable à un suivisme complet de la politique américaine. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait, ce qu'elle impulse. Le discours d'Ursula von der Leyen sur la Chine est un décalque parfait de la position de Washington. Mais si par exemple, là, Emmanuel Macron donc, essaie d'avoir une attitude qui n'est pas trop suivie des États-Unis, mais au niveau européen. Donc c'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Parce qu'en soi, justement, il essaie en tout cas d'attirer l'Union européenne vers quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant une forme d'indépendance, mais au niveau européen. Alors d'abord, il y a plein de problèmes.
D'abord parce que Macron, vous le connaissez, il dit une chose et son contraire. En fait, ce qu'il dit n'a jamais de valeur. C'est ça le problème. C'est que Macron, il va vous dire une chose, le lendemain, il va vous dire l'inverse. C'est le en même temps, etc. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça a comme implication diplomatique réelle? Il ne faut pas être suiviste, mais pourquoi on l'étend en Ukraine alors? Pourquoi on envoie des armes? Pourquoi il paraît, selon les documents du Pentagone, qu'on a même plus de forces spéciales françaises là-bas que les Américains eux-mêmes? Donc, suiviste ou pas? Là, il est hyper suiviste, d'un coup, il serait plus suiviste? J'y crois pas une seconde. Deuxièmement, Macron dit l'Europe. L'Europe n'a pas de diplomatie, ne peut pas en avoir, c'est pas un pays. Les intérêts géopolitiques entre les Polonais et les Français, les Allemands et les Français, ça ne sont pas les mêmes. Et par définition, ne peuvent pas être les mêmes. Parce qu'il y a des réalités qui s'appellent l'histoire, qui s'appellent la position géographique. C'est ce que vise Emmanuel Macron au niveau de l'Europe, en tout cas. Non, Macron, il est dans le slogan pour plaire. J'ai vu d'ailleurs des souverainistes français, des vrais souverainistes, tomber dans le panneau. Ça plaît à leurs oreilles, ça leur rappelle Chirac 2003 sur l'Irak, mais Chirac, à l'époque, il parlait de la France. Et il a agi surtout. Ça leur rappelle un peu un vague discours gaulliste, très Canada Dry, hein, très atténué. Et donc, il tombe un peu dans le panneau. Et Macron, c'est ce qu'il fait. Il fait de la politique. Mais ça n'a pas d'existence. Deux, je pense vous l'avoir expliqué. Je pense ne pas du tout me tromper. L'Union européenne, si vous regardez réellement ce qu'est l'Union européenne, moi, je veux dire, j'étais au Parlement européen, l'écrasante majorité des députés européens ne veulent absolument pas d'une indépendance, de la moindre autonomie, même par rapport à la position américaine. Ils achètent du matériel américain, militaire. Ils sont très contents d'être protégés par les États-Unis, croient-ils en tout cas. Ils sont très contents d'être dans l'OTAN. Ils sont très contents de cette position-là. Et troisièmement, il y a une position de principe, il y a un problème de principe. Moi, je ne veux même pas que l'Europe ait une position diplomatique sur la scène internationale. Moi, je suis désolé, mon pays ne s'appelle pas l'Europe. Hein. Moi, je ne suis pas Union européen. Hein. Ce n'est pas mon pays. Hein. Moi, Ursula, pour moi, elle n'est rien du tout. Hein. Ces gens-là n'ont aucune légitimité. Quand je suis en France, je suis en France. Quand je suis à Berlin, je suis à l'étranger. L'Europe, civilisation, mais pas nation? Non, France, civilisation. Il n'y a pas de civilisation européenne, vous pensez? Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il y a des civilisations, ce qui rend le continent d'autant plus riche. Il y a des latins, il y a des pays plus scandinaves. Il y a une certaine forme de patte commune entre les Européens, des différences, mais... Je ne sais pas ce que... Alors, vous l'avez aussi avec les Canadiens, vous l'avez aussi avec des Américains. Alors, c'est quoi votre patte commune? L'Occident, les Blancs... Moi, par exemple, qui suis niçois, quand je vais en Italie... Mais vous, niçois, vous êtes un cas particulier, parce que vous êtes des Français un peu plus récents. On est très récents, du milieu du 19e. L'architecture est un peu italienne, il faut le dire. Elle est même quasi, on va dire, exclusivement dans le centre-ville. Vous êtes content d'être français? Mais moi, je suis français, évidemment. Mais quand je vais en Italie, c'est vrai que je vois des ressemblances. Mais oui, je dis pas qu'il n'y a pas des ressemblances entre les deux, et donc c'est vrai que je vois une certaine forme de patte, alors que Nice a une patte italienne, mais est française et aussi une identité française. Surtout que vous me prenez, alors pour le coup, le cas le plus incroyable. L'Italie est probablement un des pays qui ressemble le plus. C'est pas la France, l'Italie, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. On est d'accord. Il y a vraiment une influence romaine très forte dans les deux pays. Mais allez déjà vous balader un peu, comme moi je connais bien, j'y ai vécu au Danemark, etc. Vous vous sentirez déjà dans un autre univers mental. Je ne dis pas que vous êtes dans un monde complètement différent, on est d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un monde complètement différent? Ce sera de moins en moins le cas, puisqu'il y a quand même, avec la mondialisation, on retrouve presque les mêmes enseignes dans le monde entier, les mêmes titres musicaux. Ça s'appelle souvent l'américanisation, en fait. D'ailleurs, pour vous dire... Mais il y a une civilisation française, ça, ne le niez pas. Il y a une langue, il y a une culture, il y a des arts, il y a une création, il y a des paysages, il y a une manière d'appréhender le monde, de voir le monde, de penser le monde. Vous voyez, même le débat qu'on a aujourd'hui, la puissance, l'indépendance, c'est un débat très français. Ce débat même sur l'autonomie, etc., ils ne l'ont pas en Allemagne, ils ne l'ont pas en Pologne, ils ne l'ont pas même pas en Italie. Hein. C'est un débat très français parce que c'est une histoire, parce que nous, on a eu De Gaulle, parce qu'on a eu telle ou telle épopée historique, etc. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper, notre pays, ce n'est pas l'Union européenne. Ça ne peut pas être l'Union européenne. Et je dirais même que ça ne doit pas être l'Union européenne parce que ce serait une destruction de richesses considérables. L'Allemagne est riche d'être l'Allemagne, la France est riche d'être la France, l'Italie aussi, etc. etc. Le truc européen bruxellois serait une américanisation de tout, un aplatissement de tout, et finalement serait une destruction considérable, un crime contre la civilisation. Pour conclure juste sur ce thème très rapidement, même si la France est aux manettes quelque part de l'Union européenne, c'était un peu la phrase de De Gaulle qui disait que la France, on va dire, pouvait être le jockey et l'Allemagne le cheval. Et qu'il ne fallait pas que ce soit l'inverse. Si c'est la France qui a la main sur l'Union européenne quelque part, nous,
on serait gagnant sur tous les points de vue. On pourrait avoir, on va dire, une Europe, on va dire, plus grand, une forme de pays, en en imposant notre voix à l'international. Ce serait possible ou pas du tout? L'Union européenne est totalement, on va dire... Je crois que De Gaulle avait effectivement l'idée dans une Europe à 6 à l'époque, où l'Allemagne était divisée en deux, n'oubliez pas, encore affaiblie, et où la France avait clairement la prédominance politique. Aujourd'hui, l'Allemagne, vous avez bien vu qu'elle a une ambition nationale. Elle a même dit on veut la première armée d'Europe. Avant, l'Allemagne n'osait pas dire ce genre de choses. L'Allemagne revendique de plus en plus. Je sais que Scholz, qui est actuellement chancelier, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, en 2021, je crois, il était que ministre, il me semble, et il a déclaré à l'époque qu'il aimerait que la France partage son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, il est chancelier. L'Allemagne récemment nous a proposé de cofinancer notre arme nucléaire. Ils sont bien gentils pour nous soulager de ce fardeau. Évidemment, ils en prennent aussi le contrôle. Donc, croire aujourd'hui, dans une Europe à 27, que l'Union européenne élargie à des pays complètement américanisés dans leur mode de pensée, la Pologne, les Pays-Bas, etc., la République tchèque, tout ce que vous voulez, penser que la France aujourd'hui va piloter l'Union européenne pour les intérêts français, alors Victor Hugo, quoi, Europe fédérale avec pour capitale Paris comme l'angle français, etc. Bah non, la capitale c'est Bruxelles et c'est en fait Berlin et c'est même souvent Washington. La langue c'est l'anglais, l'anglo-américain. Alors même qu'il y a eu le Frexit. Et le Brexit. Bien sûr, regardez Macron qui va aux Pays-Bas, eux ils parlent néerlandais, nous on parle français, n'empêche qu'ils parlent anglais. Ouais. Bon. Donc si vous voulez, en réalité tout ça, abandonner ces idées, ça ne se fera pas. De toute façon, les dirigeants français ne le veulent pas. L'Allemagne ne laissera jamais faire ça un seul instant, ni la Pologne, etc., ni aucun autre pays. Donc oubliez ça, parce que pendant qu'on est dans ces chimères-là, on détruit la France. Et moi, je ne veux pas détruire mon pays. Je pense qu'il faut faire le Frexit. Je pense qu'il faut reprendre notre indépendance. On aura de belles relations avec tous ces pays-là, mais des relations de pays libres. Très bien. Ensuite, les retraites. Donc, cette semaine qui se finit était décisive pour cette réforme des retraites. Il y a une manifestation qui a donc eu lieu jeudi. Le Conseil constitutionnel va rendre un avis, parce que cette vidéo est tournée vendredi, va rendre un avis donc à 18h. C'est vrai que la grève des éboueurs a repris, donc on se dit il y a peut-être un renouveau. En même temps, il y a eu moins de manifestants jeudi que les fois précédentes. On a l'impression quand même que cette semaine tourne à l'avantage du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut et qu'il peut y avoir, on va dire, peut-être par le biais de la décision du Conseil constitutionnel ou alors par directement la rue, quelque chose qui fait que cette réforme est abandonnée par le gouvernement? Alors déjà, par la rue, ça va être compliqué puisque le gouvernement interdit toutes les manifestations. Nous, on devait en faire une ce vendredi matin, place du Palais Royal, donc pas très loin du Conseil constitutionnel. Interdit. 36 heures avant. Merci. On a déjà engagé des frais, on a prévenu tout le monde. Hop, interdit. Illégalement, en plus, ils vous publient l'arrêté d'interdiction, l'arrêté préfectoral, le plus tard possible. Ils l'ont publié une demi-heure avant la fermeture des greffes hier à 17h30, ce jeudi, pour qu'on ne puisse pas faire de référé liberté. Non, mais je veux dire, alors que le tribunal administratif de Paris leur a déjà tapé sur les doigts sur cette pratique en disant « vous empêchez les recours, vous devez arrêter ». Bon, ils continuent, ils s'en fichent. Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Donc en réalité, comment peuvent s'exprimer les Français ? Ils manifestent, ils font la grève, c'est compliqué de faire grève, vous perdez de l'argent. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu moins de monde, c'est que ça coûte cher. N'empêche qu'il reste beaucoup de monde pour une loi qui a été votée, qui en est au stade du Conseil constitutionnel, avec une confiance dans le Conseil constitutionnel qui est très faible. On a vu dans le Covid que ce Conseil ne valait rien. Il n'a jamais appliqué ce qu'il devait faire, il n'a jamais défendu nos libertés, rien. Donc en réalité, je trouve que le peuple français est quand même assez résistant dans un contexte où ça paraît compliqué. Comment faire ? Moi, je pense que même si cette loi passe, certains nous diront maintenant on va lutter pour que Macron ne la promulgue pas. Il va la promulguer. Si elle passe, il faut arrêter. C'est pas Chirac sur le CPE en 2006, ça se reproduira pas ça. Macron, il est fou, il est dans son agenda américain, européen là pour le coup. Fou de lui-même, déséquilibré, oui, je pense qu'il a un problème. Moi, je pense que Macron est un homme qui a un problème psychologique lourd, oui. Ça, je le pense. Je ne suis pas psy, mais je le pense depuis le début. Je pense que c'est quelqu'un qui a un problème de maturité. Moi, j'ai fait un débat face à lui. On est deux à avoir fait un débat avec lui. Il y a Marine Le Pen et moi. Marine Le Pen, ça ne s'est pas toujours très, très bien passé. Moi, c'était un peu mieux. Il était ministre de l'économie, c'était sur France 2. J'avais vu un homme C'était à l'époque où vous étiez encore au Front National ? Tout à fait. Un homme qui partait, qui s'énervait très vite, qui en même temps s'écoutait énormément parler. Pour moi, il a une maturité adolescente.
si vous voulez, et donc il peut Mais il est bouder. d'ailleurs plutôt jeune en réalité, pour un président de la République. Oui, mais même il est resté à 14 ans quoi, dans la tête. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous boudez, vous voulez vous venger. Vous voyez un peu les gamins, quoi. Vous n'êtes pas adulte. Vous voulez écraser l'autre, vous voulez emmerder les gens. Vous voyez, vous n'êtes pas un adulte, vous n'êtes pas un responsable politique et vous n'êtes surtout pas un chef d'État qui devrait être au-dessus de la mêlée. Je ferme cette parenthèse psy, mais je pense que ça explique aussi des choses. Mais au-delà de ça, il est dans un agenda idéologique européen. Cette réforme est voulue par l'Union européenne, par BlackRock derrière, les fonds qui ont intérêt à tout cela, les fonds américains, les fonds de pension. Donc en réalité, il promulguera. Alors comment faire pour lutter maintenant ? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut que le rapport de force en France change. Mais politiquement ou dans la rue ? Mais ça ira ensemble. Oui. C'est là qu'il y a parfois une erreur de partis politiques un peu embourgeoisés. Une pseudo-opposition, style RN ou d'autres. Oui, les filles est un peu dans la rue, mais pour le coup, eux sont peut-être trop dans la rue et pas assez dans le combat politique. Et RN, c'est l'inverse. On les entend pas beaucoup à l'Assemblée, mais ils refusent toute idée de se montrer dans la rue ou de soutenir la rue. Après, j'aimerais bien voir des députés, des élus Rassemblement National dans une manifestation portée par la CGT. Mais il y a plein Je pense que ça se passerait pas forcément très très bien. Alors, attendez, d'abord, ils peuvent appeler leurs électeurs à y aller. Ensuite, ils peuvent faire des manifestations, mais nous, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait ? On fait des manifestations, nous-mêmes. Mais vous êtes aussi obligé, apparemment, de ne pas pouvoir forcément vous mêler à ces manifestations. Mais déjà, il y a plein de gens de chez nous, les patriotes, qui vont à ces manifs sans aucun problème, y compris parfois avec leur banderole, et ça se passe très bien. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Même vous qui irez dans une manifestation, je pense pas que ça se passerait très bien. Vous avez raison, peut-être que ça en tout cas dans le cortège parisien où il y a les... Voilà. Peut-être que sûrement que ça se passerait mal, et c'est anormal. Mais ça, je l'ai dit, effectivement, ça c'est un sectarisme, mais ça ne représenterait pas, je pense, la majorité des manifestants. Mais bon, ceci dit, là-dessus, vous n'avez pas tort. Mais on peut aussi faire ses propres manifestations. On peut les faire dans l'Union. Moi, j'ai invité tous les députés RN et de l'opposition générale à venir. Je leur donne la parole. Vous savez, on peut faire plein de choses en France, quand même, si on a un peu de courage et d'imagination. Ils ne le font pas. Alors, moi, je pense qu'il faut... travailler maintenant à la racine des choses. Les Français doivent comprendre qu'ils sont dans un système oligarchique. Ce n'est plus une démocratie. C'est pas histoire de Macron ou son remplaçant. Il a été élu, Emmanuel Macron, somme toute. Il a été élu, mais bien sûr, mais dans quelles conditions, sans débat, sans... Bon, mais ce que je veux dire au-delà de ça... Les gens auraient pu le sanctionner pour ça. Ils auraient dû d'ailleurs, mais ils l'ont pas fait. Au-delà de ça, les Français doivent bien réaliser que s'ils veulent débloquer la situation dans leur pays, sur les retraites comme sur le reste, il faut qu'ils retrouvent leur propre souveraineté. Ouais. C'est la clé de tout. Tant que nous sommes dans un système où nous avons à la tête du pays des gouverneurs qui appliquent de toute façon un agenda qui est écrit ailleurs, qui est le même un peu partout, puisque la même réforme des retraites, en ce moment, elle a lieu en Espagne, elle a lieu en Belgique, sauf que là-bas, ils avouent que c'est à la demande de l'Union européenne. Nous, on n'ose pas le dire. Tout vient de directive européenne ? Pas une directive, des recommandations et la contrepartie du plan de relance Covid de juillet 2020. Contrepartie qui d'ailleurs pour nous n'existe pas, puisque ce plan en plus nous coûte cher financièrement. Enfin bon. Donc si vous voulez, quand les Français auront compris que s'ils veulent retrouver un vrai débat démocratique, où on pourra débattre avec derrière une issue, ce qui fera tomber le niveau de pression dans le pays et le niveau de violence, les gens n'auront plus besoin de s'exprimer aussi fortement dans la rue, puisque ça se réglera bien. Et il faut retrouver les manettes. Donc il faut que notre pays soit de nouveau non plus un théâtre d'ombre démocratique, comme le dit Todd, mais un vrai pays qui puisse choisir sa politique, son avenir. Par le référendum, par exemple, ça pourrait être un des instruments qui pourrait être utilisé pour redonner la parole au peuple ? Tout à fait. Il faudrait que dans notre pays, le référendum soit utilisé. Il faudrait que dans notre pays, on crée un référendum d'initiative citoyenne, une procédure à la Suisse, il faut qu'elle existe constitutionnellement sur tout sujet. Il faut surtout qu'on retrouve la réelle souveraineté, c'est-à-dire que notre pays ne fasse plus partie des instances qui lui imposent une politique. Mais par exemple, parce que Macron, là, il l'applique bien volontiers, c'est son idéologie. Enfin, il n'est que si vous voulez, le domestique qui applique la politique décidée au-dessus. Donc, si vous voulez vraiment retrouver les conditions d'un débat serein en France, faire tomber le niveau de pression et de violence, vous devez retrouver la souveraineté. Si on en est là, s'ils ont mis des rangées de CRS pour protéger le Conseil constitutionnel, pensez que c'est normal ? Vous pensez que c'est le signe que ça va bien ? S'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'il y a une menace. S'il y a une menace, pourquoi il y a une menace ? Parce que les gens n'ont plus confiance dans tout ça. Parce qu'ils ont compris que c'était un jeu pipé. On pourrait donc il ne faut plus que ce soit un jeu pipé. Que tout simplement, c'est vrai que protéger d'une potentielle agression physique
des personnes pour qu'elles ne soient pas sous pression. C'est-à-dire que voilà, les gens du Conseil constitutionnel, quand ils vont rendre leurs décisions, c'est vrai que s'ils sont sous la pression de milliers de personnes qui les attendent devant... Mais pourquoi elle existe cette pression ? Parce que certaines personnes veulent qu'ils rendent une certaine décision. Non, mais si tout se passait bien... Est-ce que ce serait une décision juste ? Si on avait l'habitude dans notre pays que les gens soient écoutés, qu'il y ait des contre-pouvoirs qui fonctionnent, si on avait vu par exemple pendant le Covid que le Conseil d'État, sur tout ce qui est réglementaire, le Conseil constitutionnel sur les lois, si on les avait vus faire leur boulot, interdire par exemple la discrimination et donc le pass sanitaire et le pass vaccinal, comme l'ont fait d'autres pays, d'autres cours l'ont fait dans d'autres pays, obliger à la réintégration des suspendus, défendre nos libertés fondamentales. Ils n'ont pas rempli leur rôle, ils n'ont pas rempli leur mission. Parfois, entre deux arrêts, ils se sont contredits eux-mêmes pour chaque fois aller dans le sens du gouvernement. Résultat, les gens ne sont pas idiots, ils voient qu'on ne peut plus leur faire confiance, donc ça fait monter le niveau de tension, voire de violence. Mais qui en est responsable en dernier ressort ? Ce n'est pas les gens, je suis désolé. C'est le gouvernement qui nous met dans cette situation-là. Donc, si aujourd'hui on est obligé de cadenasser toutes les institutions, c'est qu'il y a un problème avec les institutions. C'est que les gens ne les reconnaissent plus comme légitimes, comme les représentants. Et c'est bien normal parce qu'elles ne le sont plus, parce qu'elles ne représentent plus rien, parce que le pouvoir est ailleurs. Et moi, j'en reviens à la question fondamentale, aller à la racine des choses, retrouver le pouvoir, reprendre les manettes, c'est se dégager de l'emprise supranationale et notamment quitter l'Union européenne. Je fais quelques médiations pour y arriver, mais en réalité, si vous réfléchissez bien à la question, il n'y a pas d'autre solution. Tant que vous êtes dans ce système-là, vous serez forcé d'aller vers des désillusions et peut-être même vers des choses un peu violentes. Mais c'est vrai, politiquement, c'est pas forcément très très vendeur. On voit que Marine Le Pen a, entre autres après votre départ, également abandonné cette thématique du Frexit, de sortir de la zone euro, et qu'aujourd'hui, elle a 88 députés, qu'elle a des scores qui ne cessent de monter. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie politique, ou alors la question n'est pas de stratégie, mais de la réelle conviction ? Elle a abandonné le Frexit avant mon départ, parce que c'est la raison de mon départ. Oui, mais... Voilà, juste avant. Mais, écoutez, ça dépend comment on considère la politique. Soit on continue le sketch, et alors, effectivement, on changera d'avis, comme changent les sondages. On changera d'avis selon les opportunités électoralistes. Très bien. Et on fera des discours de campagne irréalisables, puisque on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'OTAN, on reste dans la CEDH, on reste dans Schengen, on reste dans l'euro, ce qui est aujourd'hui le programme du Rassemblement national, on reste dans tout. Donc on ne changera rien. Si on reste dans tout, on ne changera rien. Ça donnera Mélanie. Mélanie qui a promis plein de choses, y compris sur l'immigration, et qui vient de vous dire là, on met le pays en état d'urgence migratoire parce qu'on est débordé, et cette année, on vise 500 000 entrées légales en Italie, 200 000 de plus que Macron. C'est ça le modèle du RN ? Et pourquoi on ne pourrait pas la jouer à la hongroise ? Non, en Hongrie, alors d'abord, renseignez-vous réellement sur la Hongrie. Il y a beaucoup d'immigration en Hongrie. Ça, c'est le fantasme de certains. Il y a énormément d'immigration en Hongrie. Ensuite, la Hongrie, vous savez, c'est pas la France. En Hongrie, on passe. En France, on vient. La France, c'est un carrefour, donc on ne peut pas gérer de la même manière. Par ailleurs, économiquement, même, je vais vous dire, diplomatiquement, la Hongrie, par exemple, est contre les sanctions anti-russes, officiellement, mais ne les a jamais bloquées à Bruxelles. Jamais. Donc elles se font quand même. Pourquoi ? Parce que si la Hongrie fait ça, elle n'a plus ses subventions européennes. Parce que la Hongrie est un bénéficiaire net. Il y a un élément de chantage sur la Hongrie, des aides européennes, contrairement à la France, qui est un... Dans l'Union européenne, que ce soit sur les retraites ou alors sur des sujets géopolitiques comme cela, quelque part, on perd notre pouvoir souverain à faire ce qu'on veut, mais on est un peu tenu parfois justement par l'argent, comme ces pays-là. Est-ce qu'on ne peut pas en tirer un bénéfice, on va dire, tirer un peu le bénéfice d'y être, sans avoir trop les inconvénients de la perte d'indépendance? Non, mais pas nous, puisque nous perdons l'argent, énormément d'argent avec l'Union européenne. 10 milliards. Alors rien que ça, c'est le coût net par an, qui est même plus que 10 milliards maintenant, 13, 14, ça ne fera qu'augmenter la différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais au-delà de ça, vous pouvez chiffrer le coût de l'euro, qui est monumental. C'est le premier facteur de désindustrialisation de la France, l'euro, au bénéfice de l'Allemagne. Vous pouvez chiffrer le coût du libre-échange, nos paysans qui sont étranglés. Là, on vient de signer un accord, l'Union européenne a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande, on va être inondé de lait néo-zélandais. Et tout le monde s'en fiche, personne n'en parle. Sauf les paysans qui vont crever à cause de ça, par exemple. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas de raison économique d'y rester. Alors, je reviens à la question politique très intéressante que vous posiez. Donc, soit on fait de la politique comme ça,
Et ça sert à quoi? Oui, là, elle a eu 88 députés. Je ne suis pas du tout certain que ce soit lié à cela, parce que le RN a été en grande déchéance électorale en 2019, 2020, 2021, départementale, régionale, catastrophique, municipale, épouvantable, baisse aux européennes par rapport à 2014. Et là, je crois qu'elle a surtout bénéficié d'un énorme concours de circonstances, avec la candidature Zemmour qui l'a recentrée, et avec la NUP qui a fait peur à tout le monde et qui a amené des gens à voter RN. Je pense que c'est surtout ça, plus que son programme. Plus ça que le Frexit. Enfin, bien plus. D'ailleurs, la première fois qu'elle avait abandonné la sortie de l'Union européenne et de l'euro, les premières européennes qu'il y a eu juste après ça, elle a fait moins bien que les européennes précédentes. Je le signale quand même. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de lien avec tout ça. Mais pour le reste, de toute façon, peu importe. Si c'est pour arriver au pouvoir, elle en est loin. Hein, mais si demain, vraiment, elle arrive au pouvoir... Elle en est loin. Oui, elle en est loin. Elle a fait 41 au second tour. Mais là, par exemple, il y avait un sondage qui est sorti récemment qui l'a donnée gagnante si l'élection avait lieu. Face à Macron, ouais. Qui ne peut pas se représenter. Oui, mais bon... Mais ça me rappelle, si vous voulez, on avait des beaux sondages en 2016. Elle gagnait 59% au second tour. Face à qui? Face à Hollande. Bon, il se représentait pas. Oui. Non, ça, attendez, quand ils vous vendront Édouard Philippe avec tout ce qu'il faut... Vous pensez que ce sera lui le candidat très macroniste? possible, et puis on vous le vendra. Vous savez comment on vous le vendra? Moi, je vois déjà la une de l'Express. L'anti-Macron. Ce serait c'est audacieux, fort de café. Mais ils sont très audacieux. Dans son style, il est proche des gens. Lui, il a fréquenté la campagne française, il a serré des mains, il a vu les gens, il a subi des échecs. L'anti-Macron, qui lui avait tout réussi, venait d'en haut, le technocrate, le banquier. Et qui a été son Premier ministre. Peu importe. À ce moment-là, le système ne s'embarrasse pas de tout ça. À ce moment-là, le système compte sur la mémoire de poisson rouge de certains. À ce moment-là, le système, vous verrez, il crachera sur Macron, parce qu'il en aura besoin. Comme il sera détesté, il aura besoin de cracher sur Macron. J'avertis les Français, hein. Soit vous tomberez dans le panneau, une nouvelle fois, soit un peu de... Bon, ceci dit, même imaginons que Marine Le Pen arrive au pouvoir avec le programme qu'elle a aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Je vous le dis, hein. Peut-être que ce serait un style un peu moins insupportable, c'est vrai, la brutalité, l'arrogance macroniste, mais... Certains pensent qu'ils peuvent faire un bras de fer avec l'Union européenne sans en sortir. Voilà. Ah oui. À l'italienne, c'est vrai que bon, là, ça fait peu de temps. Ah oui, Salvini nous a dit ça aussi, Meloni nous a dit ça aussi, Tsipras nous a dit ça aussi, le chancelier Kurz en Autriche avait dit ça aussi. Certains pensent que la France, ayant un poids peut-être plus important dans l'Union européenne, pourrait menacer d'en sortir, pourrait avoir justement un point important et un vrai bras de fer pourrait s'engager. Et quand vous avez en face une coalition avec l'Allemagne, la Pologne, parce que vous l'aurez évidemment immédiatement, qu'est-ce que vous ferez? Vous vous écraserez. Et quand vous direz je reste quand même dans Schengen, comment vous lutterez contre l'immigration légale et illégale? Vous ne pourrez pas. Et est-ce que vous ne pensez pas alors que c'est peut-être une stratégie, Bien même sûr. politique, de justement dire on reste dans l'Union européenne, une fois qu'on voit que dans les faits, on ne peut donc rien faire d'après vous dans l'Union européenne, à ce moment-là dire très bien, voilà, on a réalisé, d'ailleurs c'est ce qu'a dit plusieurs fois Marine Le Pen, vous voyez, moi j'ai voulu rester mais on ne peut pas rester, je vais faire un référendum pour en sortir. Et donc passer ce Frexit, mais en étant élu pour, on va dire, être élu plus facilement. Alors d'abord, c'est aujourd'hui pas du tout son programme, hein, parce qu'elle a même dit qu'il n'y aurait pas de référendum sur le Frexit. Elle l'a dit explicitement. Alors moi, ces histoires de je me cache, mais je le ferai quand je serai au pouvoir, je vais vous dire d'abord, c'est pas honnête. Ça veut dire qu'en fait, vous mentez à vos électeurs. On peut dire, on peut essayer. Voilà, on peut essayer, et si en l'occurrence ça ne fonctionne pas, on fait un référendum parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Hein. Je vous le dis. C'est pas ce qu'elle dit. Par exemple, sur l'euro, elle a dit dit que le problème était réglé. Le RN a dit officiellement qu'il n'y avait plus de problème avec l'euro parce qu'il avait été réformé par la politique de la Banque Centrale Européenne depuis le Covid. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi elle parle, je ne sais pas ce qui a changé. Pour moi, rien n'a changé. Mais c'est ce qu'ils disent officiellement. Donc ils ne sont même pas dans votre optique. Mais même s'ils étaient dans votre optique, ce serait un mensonge. Ça ne se fera pas. Que les gens, parce que je rencontre parfois des gens qui me disent ça, peut-être qu'ils se cachent, ils se masquent, mais en fait, une fois au pouvoir, ils feront le Frexit. Non, si vous faire une opération aussi forte que retrouver l'indépendance et la souveraineté de la France, sortir de l'Union européenne, vous devez avoir l'assentiment du peuple pour le faire. Vous devez avoir le peuple avec vous pour le faire. Et vous n'aurez pas le peuple avec vous si vous commencez par biaiser, si vous commencez par tromper. Ça ne marchera pas. Deuxièmement, généralement, vous savez, ceux qui ont été capables de changer à ce point leur programme, de dire à ce point l'inverse de ce qu'ils disaient quelques années avant. Vous inquiétez pas, au pouvoir, cet opportunisme, ils l'ont eu dans l'opposition, ils l'auront puissance 10 au pouvoir. Donc ils ne feront rien. J'avertis les gens, j'avertis vraiment les gens. Ça donnera Meloni. Ça donnera exactement Meloni. Ils ne feront rien. Et par ailleurs, moi, pour connaître l'interne du RN, aujourd'hui, les influences autour de Marine Le Pen sont à 95% anti-frexiteuses.
mais violemment anti-frexiteuse. Moi, ils m'avaient toujours combattu en interne, considérant qu'il fallait absolument pas faire le Frexit. Ils adhèrent à tout cela, à l'Union européenne, à l'euro, etc. Alors, ils vous diront pas celle-là, indifféremment, mais ils adhèrent fondamentalement à tout cela. Et donc, ne croyez pas à cela. Je parle pour elle, je pourrais parler pour Mélenchon. Ce serait la même chose. Donc moi, si vous voulez, je pense qu'il faut à un moment être très sérieux là-dessus. Nous sommes dans un combat anti-oligarchique. L'oligarchie nous tape dessus. Elle ne prend pas, elle, de gants. Elle ne biaise pas, elle. Elle donne son programme, elle le fait. Donc en face, soit on est dans la petite opposition à l'ancienne, où on biaise, puis on se fera toujours avoir, soit maintenant, on dit non plus, on ne prend pas de gants. Nous, on dit qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et ce que nous, on veut faire face à vous. Et dans ce projet, vous n'avez pas votre place. Moi, je pense qu'on en est là, exactement là. Vous êtes coalisé pour la présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan. Quelque part, il a fait, on va dire, quelques pourcents. Est-ce que ces idées portent vraiment dans la population française? Est-ce qu'elles ont vraiment un avenir? Est-ce que un avenir en tout cas électoral, je veux dire? Comment faire? C'est-à-dire que, oui, j'ai soutenu Nicolas Dupont-Aignan parce qu'on a fait une consultation interne et parce que c'était possible d'avoir un accord avec lui. On l'a fait bouger sur certains points. On avait ajouté dans son programme un référendum sur le Frexit, qui n'est pas dans son programme. On n'a pas tout à fait le même programme, mais on s'était retrouvé aussi beaucoup sur la lutte contre les libertés. Pardon, pour les libertés. Oui. Lapsus non révélateur. Hein. Je voulais dire contre le covidisme, mais pour les libertés. On l'a démontré par des années de manifs, il est venu. Bon. Donc si vous voulez... c'était quand même pour nous le candidat le plus proche. Après, c'est pas tout à fait le même programme que nous. Hein. Nous, on est pour la sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'euro, c'est pas dans son programme. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, une idée progresse dans l'opinion si vous osez la défendre. Je suis toujours fasciné par ces souverainistes, entre guillemets, qui disent « je renonce, par exemple, à défendre la sortie de l'euro parce que ça n'est pas majoritaire dans les sondages ». D'abord, c'est une drôle de manière de faire de la politique. Drôle de manière, parce qu'avec ça, vous avez... Mais qui est quand même, malheureusement, très courante. Très courante, mais ça nous mène là où on est aujourd'hui. Les gens ne votent plus, ils n'ont plus confiance, mais ça nous mène exactement à ça. Mais comment voulez-vous qu'une idée devienne majoritaire si personne n'ose la défendre? Mais comment... C'est le serpent qui se mord la queue. Imaginez, si vous aviez Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, moi-même, Charles-Henri Gallois de Génération Frexit, enfin je sais pas, Kuzmanovic de République Souveraine, etc., et tant d'autres, qui taperaient dans la même direction, au moins sur ce sujet-là, en disant il faut sortir de l'euro. Mais l'idée serait déjà majoritaire dans l'opinion publique. Si elle ne l'est pas encore aujourd'hui, oui, mais c'est parce que des gens ont fait un pas de côté. Il y a des dissensions qui sont beaucoup trop fortes entre ces blocs. Non, je ne dis pas qu'on gouvernerait ensemble. C'est pas ce que je dis. Je dis, en tout cas, si on tapait dans la même direction, même dans les oppositions ensemble, pour faire avancer une idée. Je dis ça pas au hasard parce que Mélenchon, à un moment, a été sur la sortie de l'euro. Marine Le Pen a été, on le sait, sur la sortie de l'euro. Et tous les autres que je signale le sont ou l'ont été également. Donc, j'ai pas pris des exemples au hasard. J'ai pris des exemples crédibles. Pour Marine Le Pen, c'était en grande partie, on va dire, avec votre influence. Écoutez, moi en tout cas, je suis arrivé dans ce parti-là. Elle m'expliquait à l'époque qu'elle pensait que l'euro était un énorme problème pour la France. Elle a même enregistré dès 2009 des vidéos qui sont toujours en ligne où elle disait le vrai problème c'est l'euro. Ce qui est vrai, c'est pas un problème économique l'euro, c'est un problème politique. Vous savez, la gestion de sa monnaie et de la création de richesse. Bien sûr, c'est un des attributs majeurs de l'État, avec les frontières, la loi, l'armée. La monnaie. Ouais, battre monnaie. Battre monnaie, mais de tout temps et en tout lieu. C'est pour ça que 95% des pays du monde ont leur monnaie nationale. Et ça ne changera pas. Donc, si vous voulez, c'est fondamentalement une question politique avec un P majuscule, d'indépendance. On peut vous mettre à terre sur n'importe quelle politique que vous menez, rien qu'en tenant votre monnaie. Si demain, Marine Le Pen mène une politique migratoire qui déplaît, ou Meloni aujourd'hui en Italie, mais la BCE peut mettre à terre le gouvernement en 48 heures. C'est ce qui s'était passé en Grèce, d'ailleurs. En Grèce, à Malte, ils savent organiser ça. C'est même ce qui allait se passer avec Salvini, en réalité. Il a démissionné avant, en août 2019. Mais moi, je connais des députés et sénateurs italiens, j'étais allé les voir. Ils m'avaient sorti de leur bureau. L'un d'entre eux était président de la commission des finances à l'Assemblée. Il m'avait accueilli gentiment. Et il m'avait montré les billets. Ils étaient en train de reconstituer. Ils avaient déjà imprimé en prototype les mini-bots à l'époque. Ce qui était un intermédiaire de l'euro vers le retour de la lire. Ils avaient ce projet-là. Et lui, je peux vous dire qu'il était clairement, lui, sur un retour de la lire. Parce qu'il avait dit, on ne s'en sort pas, on ne peut pas faire autrement. La BCE a été parfaitement, la Commission européenne, parfaitement au courant de ces plans-là. Et on commençait à tordre le bras de l'Italie. Résultat, vous avez une crise, Salvini est parti, c'était terminé. Reprise en main du pays, Mario Draghi et maintenant Meloni. Donc, il faut être très conséquent sur ces sujets-là.
Et on en revient à notre affaire des retraites. Mais par exemple, on va passer à l'actualité suivante, parce qu'on prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Pour parler justement, moi je trouve ça très intéressant, je trouve que vous avez un point de vue, en tout cas aux Patriotes, chez les Patriotes, qui veut d'une certaine manière une alliance avec, en tout cas d'idées, avec l'extrême gauche sur ces thématiques-là, de Frexit, de sortie de la zone euro, etc. Vous pensez qu'il y a une forme de passerelle avec cette zone électorale Non, mais déjà, vous savez, moi je ne raisonne pas en gauche et droite. Oui. Donc, alors je dirais jamais je vais faire une alliance avec l'extrême gauche. Avec la France Insoumise. Mais je ne veux pas faire d'alliance avec la France Insoumise. La France Insoumise aujourd'hui, si vous voulez, c'est complètement wokisé. Je me retrouve pas là-dedans. Et puis de toute façon, à abandonner ce que je vous ai dit là aujourd'hui, c'est fini. La France Insoumise, je ne pense pas, va revenir, ne souhaite manifestement pas revenir sur. Ils ont viré leurs souverainistes. Dont Kuzmanovic et tout ça. Donc en réalité, ils ne vont pas revenir sur tout ça. Ce que je dis simplement, c'est que je suis persuadé, par contre, là où vous avez raison, que parmi leurs électeurs, c'est évident, il y a des anciens de chez eux qui sont chez nous aujourd'hui, hein, et il y a des gens qui sont clairement sur un projet de combat social, de vrai combat sur la répartition capital-travail, de réindustrialisation, de reprise en main de l'outil bancaire, industriel, extrêmement sérieux, et eux sont sur une position donc frexiteuse. Parce que si vous êtes sérieux sur les sujets économiques, industriels, bancaires et sociaux, vous êtes forcément frexiteur. Sinon, vous êtes Mais alors pourquoi tous les experts, toutes les personnes disent que le Frexit serait un désastre pour la France? C'est pas vrai, ça. Tous les experts de BFM TV, vous voulez dire. Oui, mais je veux dire, la plupart des experts reconnus disent que ce serait un désastre. Non, mais pourquoi ils sont les mêmes que les... Non, mais là, vous me parlez en fait de l'équivalent des médecins de plateau de télé. Oui, mais les 5-6, la brochette de 5-6 qui vous expliquaient que le pass sanitaire et le pass vaccinal c'était formidable. Les mêmes qui vous expliquaient que le confinement c'était génial, qu'il fallait mettre un masque sur la plage et que Pfizer était le roi du monde. Mais ça, vous avez la même déclinaison pour les économistes. Vous avez raison, c'est les 5-6. Vous pensez que c'est le même mécanisme psychologique et le même mécanisme de rapport au pouvoir? C'est le même mécanisme de capital. Ce sont des gens qu'on met sur les plateaux télé pour vendre un truc. D'ailleurs, ils sont très souvent tous en conflit d'intérêts. Les médecins de plateau l'étaient avec les labos. Eux le sont. Vous avez vu ce qui est sorti sur Nicolas Bouzou, etc. L'histoire de Uber. Même Le Monde a sorti une grande enquête hier. C'est bien pire que ce qu'ils annonçaient. Ces gens-là sont en conflit d'intérêts. Où ils bossent pour des grandes institutions financières, ils bossent à côté pour le FMI, ils vous disent jamais la vérité. Ou alors ils ont leur opinion et on peut en débattre. Peut-être qu'ils croient sincèrement que l'euro est génial, etc. Moi, vu le bilan de 20 ans, c'est difficile pour moi de défendre ça. Mais peut-être qu'ils le croient vraiment. Et c'est pas grave, ça fait partie du débat démocratique. Mais il y a plein d'experts à côté, y compris des prix Nobel, y compris des travaux de Philippe Murer, Jacques Sapir, d'autres économistes, Charles Gave, qui vous expliquent exactement qu'on peut sortir, qu'on doit sortir et que ça se passerait très bien. Voilà. Donc il ne faut pas croire que les experts disent, non, c'est aussi vrai que les médecins de plateau représenteraient soi-disant les médecins, ce qui n'est pas le cas. Certains experts mis en avant par ce que vous appelleriez, on va dire, le pouvoir. Mis complaisamment en avant. Ouais. Passons ensuite à l'actualité, on va dire notre dernière petite actualité, qui fait une bonne passerelle, on va dire, sur on a été beaucoup sur le pan économique, la manière justement d'organiser, on parlait beaucoup de passerelles potentielles avec, en tout cas les électeurs de la France Insoumise, sur les sujets même d'Union Européenne, de rapport à la banque, etc. Mais là, le sujet sociétal, c'est vrai que c'est un peu là où on retrouve les clivages gauche-droite. En Écosse, un homme, donc cet homme, qui est d'ailleurs aussi médecin, a voulu aller donner son sang. Donc il s'est présenté dans un laboratoire pour donner son sang, et on lui a demandé « Est-ce que vous êtes enceinte ?» Il fallait qu'il réponde à cette question « Est-ce que vous êtes enceinte ?» Et lui, bien sûr, totalement désarmé face à la question, il a dit alors, est-ce qu'il était enceinte? Il n'a pas voulu répondre à la question. Il n'a pas voulu répondre à la question. Et ne voulant pas répondre à cette question, il n'a pas pu donner son sang. Alors qu'en plus, il avait l'habitude de le donner très régulièrement dans ce laboratoire. C'est quand même des questions qui me paraissent fondamentales. Et ce médecin soupçonne, on va dire, en tout cas a dit qu'il soupçonnait que cette question a été rajoutée pour calmer et apaiser, je cite, les brigades du genre. C'est évident. Quelle est la position du mouvement des Patriotes sur cette question-là du wokisme, qui est très bien résumée? Alors vous voyez, je crois qu'on n'est même pas, parce que vous disiez, là, c'est là où on retrouve des clivages gauche-droite.
Non, je pense qu'on est dans un clivage dingo face à bon sens, quoi. Et honnêtement, aller dans la rue, demander aux gens combien vous pensez qu'un homme est enceint, machin, il n'y a pas grand monde qui va vous dire ah bah oui, machin. Alors, vous avez des tout petits lobbies, effectivement, parfois très violents d'ailleurs, et qui font pression pour faire évoluer un formulaire administratif. On enlève monsieur, madame, on met homme enceint, possiblement, ce que vous dites. Il y a plein d'exemples, hein. IL ou je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Mais en fait, ce sont des toutes petites minorités, mais très soutenues médiatiquement, très soutenues. Ils me font penser, vous savez, à ceux qui collent qui mettent de la soupe sur les tableaux. C'est des mouvements très parallèles. Ouais, c'est les mêmes d'ailleurs, généralement. Ils sont 3. Ils font un truc un peu débile que tout le monde d'ailleurs condamne, on voit pas l'intérêt pour leur cause, hein. Mais n'empêche qu'il y a toujours, au moment où ils le font, il y a toujours un photographe de l'AFP, toujours. Vous avez toujours une dépêche AFP. Donc 3 personnes qui font un truc débile dans un musée, ça fait une dépêche AFP, des articles partout. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est aussi que vous avez un agenda, c'est quand même culturel derrière tout ça. Alors que nous on fait une manif où il y a des dizaines de milliers de personnes, et vous n'aurez pas la dépêche AFP. Vous n'aurez pas le photographe de l'AFP et vous n'aurez pas les articles et les débats sur BFM TV. Je le dis pour que les gens se rendent compte comment on peut invisibiliser, comment au contraire on peut faire vivre quelque chose qui n'existe pas. Comme les Femen, par exemple, ça n'a jamais existé. C'était 3-4 Ukrainiennes d'ailleurs, paraît-il. On ne sait pas d'où elles viennent, on sait qui les paye en tout cas. Et à chaque fois, vous aviez le photographe de l'AFP, la caméra de BFM qui était là, etc. Donc ce sont des trucs sponsorisés. Donc en fait, ces causes-là, écoutez, elles sont éminemment dangereuses. Elles sont dangereuses parce que mettre ça dans la tête d'un enfant, lui expliquer qu'à 6 ans, il peut transitionner, qu'il peut choisir son sexe à 6 ans, ou son genre, parce que déjà en disant sexe, pareil, je suis déjà pas terrible. C'est ce que le fait. Il y a sexe et genre. C'est ça. Qui donc serait pas la même chose. C'est pas grave, il peut choisir de toute façon, voilà. Et puis vous savez, c'était un gamin, sa maman l'avait emmené même sur le plateau de Quotidien. Moi, ça m'avait profondément choqué, hein, parce que je trouve que c'est. Qui y parlait, l'enfant ou la mère? Tout du moins, c'est déstabilisant. Bah, moi, c'est choquant. Moi, ça devrait même être interdit pour des raisons de principe à la télévision. Il devrait y avoir l'ARCOM qui intervient parce que le gamin, ça reste un gamin. Il ne choisit pas d'aller à la télé ou pas, qu'on ne fasse pas croire ça à 7 ans. C'est pas vrai, c'est les parents. Et par ailleurs, parler de choses aussi lourdes, avec potentiellement des conséquences derrière, des opérations, donc irréversibles, de mutilation. Alors que vous êtes à un âge, et même à l'adolescence, vous pouvez vous poser des questions. Ça fait partie de l'adolescence. Mais généralement, vous les réglez. Ça se fait assez naturellement. Et si c'est plus compliqué, ça peut arriver. Vous pouvez avoir du soutien psychologique. Il peut y avoir plein de choses avant d'aller forcément vers l'idée « je vais changer de sexe et je vais faire une opération ». Est-ce que traditionnellement... Moi, j'ai un respect pour il y a quelques personnes comme ça, mais je n'ai de haine et d'exclusion pour personne. Mais je ne veux pas qu'on bâtisse une politique publique pour tout un pays ou même aujourd'hui tout l'Occident. D'ailleurs, les opérations de transition de genre qui sont financées par la sécurité sociale. Oui, mais si vous voulez, pour quelques cas qui méritent d'être vus avec affection, moi j'ai rien contre ces gens-là, et vraiment, mais je pense qu'il faut les traiter comme il faut les traiter, mais ça ne peut pas définir une politique publique. On ne peut pas non plus envahir le débat public de ces questions-là. Moi, je sais pas, la question trans me semble être la grande question du débat public en France depuis 3 ans. Mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être le cas. Il y a tellement de sujets fondamentaux dans notre pays, de gens par millions qui souffrent de plein de sujets qu'on ne peut pas faire de cette question-là, où il y en a tant d'autres, hein, des petites questions minoritaires, il y en a plein. Hein. On ne peut pas embouteiller le débat public de ces questions. L'économique est plus importante quelque part. Quand l'économie suit, ça met un peu en ordre la société. Je sais pas, il y a plein de questions importantes, nos libertés, la guerre ou la paix, la question économique, la question sociale, la question de la santé, la question de l'éducation, le désastre à l'école. Je veux dire, il y a plein de questions très très importantes, dont la question de la souveraineté, qui décide, dont la nation devrait se saisir intelligemment, débattre intelligemment, qui me semble, à mon avis, être plus importante que d'embouteiller le débat par des causes extrêmement minoritaires, où de toute façon on ne peut rien dire. Là, ce que je vous dis là, si je le dis sur un plateau de BFM TV, tout le monde me tombe dessus avec ce que je dis. Alors là, je suis à qualifier de tous les noms.
C'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein, alors que nous ici, nous sommes là pour donner la parole à tout le monde. Mais c'est très bien. C'est ça qui Eh bien, vous sortez de l'omerta, justement. C'est ça qui fait la richesse d'omerta. Bah, bien sûr. Donc, voilà, donc cette histoire, pour revenir à votre cas en Écosse, c'est en Écosse, c'est ça? Oui. Bon, elle est navrante. Cet homme part avec une bonne intention, donner son sang, et il peut pas, pour une raison que, à mon avis, ni lui, mais ni même probablement l'agent en face ne comprend. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui font de la menace violente pour imposer leur idéologie. Bah, nous, un de nos premiers documentaires qui s'appelait Trans a justement fait, on va dire, annuler successivement plusieurs salles pour notre soirée de lancement qu'on a finalement pu tenir parce qu'il y avait des pressions du lobby trans qui harcelait et appelait toutes les salles. En plus, vous savez, il ne faut jamais confondre les lobbies avec les gens. Il y a peut-être même des gens qui sont trans eux-mêmes qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais évidemment. Oui. Quand on dit lobby sociétale, très souvent des gens qui sont touchés en premier lieu, qui ne sont même pas forcément d'accord avec la représentation de ce qu'en fait le lobby. Un lobby a toujours intérêt à ce que la question soit le plus haut possible, d'abord pour mettre en place son agenda, bien sûr, mais aussi parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des questions de fric derrière tout ça. Il y a des gens qui gagnent de l'argent à ce qu'un débat ait lieu plutôt que pas lieu, parce que derrière, ils vont vous vendre une formation dans les entreprises, dans les administrations pour vous apprendre à bien penser. Vous savez, c'en était une. Il y en a une comme ça. D'ailleurs, il y avait une Caroline féministe. Oui, exactement. Caroline Haas, elle est formidable. Elle va à la télé, elle vous dit tous les hommes sont machos. Enfin, peut-être que je caricature ce qu'elle dit, probablement. Enfin, elle dit des choses un peu dans cette tonalité-là. Et à côté de ça, elle a une petite boîte de formation pour vous apprendre à ne plus l'être. Formidable. Et en plus de ça, même derrière, financé indirectement par des subventions, etc. Enfin, c'est toute une magouille qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de développer ici, mais qui est tout un écosystème financier. Mais qui est très, très intéressante. Dernière petite question pour finir cette émission. Est-ce que vous avez une personne que vous aimez particulièrement à la France Insoumise, que vous trouvez vraiment très bien? Est-ce qu'il y en aurait une? Objectivement, j'essaie de vous répondre honnêtement, non. Sur la question des suspendus et du Covid, je trouve que Mathilde Panot, la députée, a été présidente du groupe, a été à la hauteur. En tout cas, de ce que j'en ai vu. J'ai peut-être pas tout vu, mais je trouve qu'elle a été plus combative plus combative, plus énergique que bien d'autres membres de l'opposition, dans son parti ou ailleurs. Bah moi, j'aurais parié sur François Ruffin de votre part. Oui, c'est pas le pire. Que je trouve que j'aimerais le pousser à... Qui est très porté sur les questions plus sociales que justement... Non, mais Ruffin, il a une grosse différence avec le reste. Lui, il n'est pas wokiste. Voilà, c'est ça. Et avec le reste de la France Insoumise, c'est que lui, il a vu qu'il y avait un angle mort. Il y a une partie importante des Français, des classes populaires et des classes moyennes à qui la France Insoumise ne parle pas. Et qui vont soit dans l'abstention, soit au RN, globalement aujourd'hui. Et il pense qu'il pourrait les récupérer en leur parlant un peu plus de sujets de leur quotidien et pas les délires wokistes, en disant qu'il y a peut-être un petit problème quand même avec l'immigration, etc. Et donc il est dans cette perspective-là, ce qui peut le rendre plus audible et plus intéressant pour beaucoup. Mais moi je le pousse toujours, Ruffin, parce que je l'entends parfois... je ne sais pas s'il est d'ailleurs, parfois il me donne le sentiment d'être un peu comédien quand même. Parfois il s'agite un peu, il monte la France Insoumise aime parfois se mettre un petit peu en scène. Oui, mais lui il nous raconte une histoire d'une caissière qu'il a... Il aime bien faire ça. J'ai rencontré, je ne sais plus, Caroline, caissière, 1400 € par mois. Alors elle m'a dit, et puis par 5 minutes, elle a raconté l'histoire de Caroline, très bien, qui est certainement très intéressante et qui vaut le coup d'être racontée. Mais derrière ça, il me semble en rester là. Et il va vous dire donc il faut augmenter les salaires, ça porte très bien. Mais derrière, jamais un mot sur l'Union européenne et l'euro. Et ça me pose un vrai problème. Parce que là, je pense que c'est l'angle mort du ruffinisme. Parce que pour vous, c'est l'angle mort du ruffinisme. Je pense qu'on l'aura bien compris. C'est la question de cohérence, c'est le point de cohérence. En tout cas, merci beaucoup. Comme sur la guerre et la paix, l'OTAN est un point de cohérence. Merci beaucoup, Florent Philippot. Merci à vous. C'était très intéressant de vous avoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.